Je m'appelle Elena Rivers et j'ai 18 ans. Lors de mon dîner de remise de diplôme, ma mère s'est levée avec un verre de vin à la main et a annoncé à tout le monde dans le restaurant que je n'étais plus leur responsabilité. Comme ça, sous le regard de mes proches et le hochement de tête froid de mon beau-père, je suis parti avec rien d'autre qu'un sac à dos et sans savoir où aller. Cette nuit-là, alors que j'étais assise seule sur un banc de parc, me demandant si j'allais même survivre à la semaine, la dame de la cantine de mon école m'a trouvé dans l'obscurité. Mademoiselle Arlot a saisi mon poignet, a enfoncé une clé rouillée dans ma paume et a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang, « Ne va pas au pont ce soir. Sois à l'endroit auquel cette clé appartient demain à 9 h. Je dois te montrer la vérité. » Ce qu'elle a révélé le lendemain matin a brisé tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille et la raison pour laquelle j'ai vraiment été mise à la porte ce soir-là. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires. Je suis entré dans le restaurant avec ma toque de remise de diplôme encore à la main, les glands se balançant comme si elle célébrait quelque chose. Des ballons regroupés autour des tables dans des tons bleus et or vif, les couleurs de l'école. Une banderole sur laquelle on pouvait lire « Félicitations, diplômé » était accrochée de travers au mur du fond, un coin tombant comme s'il avait renoncé à essayer. Ma mère s'est levée dès qu'elle m'a vu, un verre de vin déjà à la main, à moitié vide. Elle a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Ça n'arrivait jamais. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, a-t-elle lancé, en tapant sur son verre avec une fourchette. Le son était aigu, tranchant le bruit ambiant comme une lame. Le brouhaha s'est éteint. Tante, oncle, cousin que je connaissais à peine se sont tous tournés vers moi. J'ai senti mes joues devenir rouges. Je détestais être le centre de l'attention, mais c'était mon dîner de remise de diplôme, mon moment. J'ai forcé un sourire et j'ai attendu le discours sentimental qu'elle avait préparé, peut-être quelque chose sur sa fierté, peut-être quelque chose sur mon avenir. Elena a maintenant 18 ans, a commencé ma mère, sa voix ferme et claire, se projetant à travers la pièce comme si elle portait un toast. Elle est officiellement une adulte, une vraie adulte, et cela signifie qu'elle n'est plus notre responsabilité. La pièce est devenue silencieuse, pas le bon genre de silence où tout le monde écoute attentivement, mais le genre de silence inconfortable et suffocant où les gens se trémoussent sur leur siège et trouvent soudainement leurs assiettes très intéressantes. J'ai ri nerveusement, cherchant autour de moi quelqu'un d'autre pour briser la tension, quelqu'un pour me dire que c'était une blague, une farce. « Maman, qu'est-ce que tu... » « Tu m'as entendu ?» a-t-elle dit, me coupant au milieu de ma phrase. Son visage était froid, presque ennuyé, comme si elle parlait de la météo. « Tu as 18 ans. Tu peux te débrouiller seul maintenant. C'est fini. » Mon beau-père a hoché la tête depuis son siège, les bras croisés sur sa poitrine, son expression aussi vide que d'habitude. Mon demi-frère Dylan a souri dans sa serviette comme si c'était la chute d'une blague que je n'avais pas entendue. Ses épaules tremblaient d'un rire silencieux. J'ai senti mon estomac se nouer. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? C'est une sorte de... » « Nous avons fait notre part, » a poursuivi ma mère, en posant son verre avec un léger cliquetis sur la nappe. « Nous t'avons nourri. Nous t'avons logé. Nous t'avons envoyé à l'école. Nous t'avons donné tout ce dont tu avais besoin, mais ce chapitre est terminé maintenant. Tu es une adulte. Agis comme telle. » Ma voix s'est brisée, trahissant la panique qui montait dans ma poitrine. « De quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Tu sais ce que tu nous as coûté, Elena. » Elle l'a dit comme si j'avais volé quelque chose de précieux, comme si je lui devais de l'argent que je ne pourrais jamais rembourser, comme si mon existence même était une dette que je n'avais pas réglée. J'ai regardé autour de la table désespérément. Tante Margaret ne croisait pas mon regard. Oncle Tom fixait son vin. Ma cousine Sarah avait l'air mal à l'aise mais ne disait rien. Personne ne parlait. Personne ne me défendait. Ils se contentaient de regarder, certains hochant légèrement la tête comme s'ils s'y étaient attendus depuis le début, comme s'ils attendaient ce moment. Ma poitrine s'est serrée. Je pouvais à peine respirer. « Qu'est-ce que je vous ai coûté ? Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste rassise lentement et a ramassé sa fourchette, coupant son steak avec une précision délibérée, comme si la conversation était terminée, comme si j'étais renvoyé. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, mes mains tremblant le long de mon corps, ma toque de remise de diplôme toujours serrée dans ma main gauche. Le restaurant m'a soudain semblé trop chaud, trop lumineux, trop bruyant.
puis j'ai ramassé mon petit sac à dos sur le sol à côté de ma chaise, la seule chose que j'avais apportée avec moi, et je me suis tourné vers la porte. Bonne chance pour survivre, a murmuré Dylan derrière moi, juste assez fort pour que je l'entende. Quelques personnes aux tables voisines ont jeté un coup d'œil. Le cliquetis des fourchettes et les murmures bas m'ont suivi comme des chuchotements que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. J'ai poussé les lourdes portes vitrées et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. La porte s'est refermée derrière moi, étouffant les bruits du dîner qui était censé me célébrer. Je me suis assise sur le trottoir du parking sous un lampadaire vacillant qui bourdonnait au-dessus de moi. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti, en espérant que quelqu'un m'ait envoyé un message pour prendre de mes nouvelles, peut-être tante Margaret, peut-être quelqu'un avec une conscience, mais c'était juste Dylan. Un message, bonne chance pour survivre. J'ai fait défiler mes contacts, ma vision se brouillant de larmes. Il n'y avait personne, pas d'amis proches, pas de parents qui s'en souciaient suffisamment. J'avais passé tellement de temps à essayer de survivre au lycée, à maintenir mes notes, à rester invisible, que je n'avais jamais établi de lien. Et maintenant, je n'avais nulle part où aller, pas de plan, pas de solution de secours. J'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où, juste loin de ce restaurant, loin de ces gens, loin de la vie qui venait de s'effondrer autour de moi. Les rues étaient calmes, presque étranges. Mes pieds m'ont emmené dans des quartiers que je reconnaissais mais auxquels je n'avais jamais vraiment appartenu, des maisons avec des lumières chaudes aux fenêtres, des familles à l'intérieur, probablement en train de rire, probablement en sécurité. J'ai pensé à mademoiselle Arlo, la vieille dame de la cantine à l'école. Elle a toujours été gentille avec moi. Les jours où je n'avais pas d'argent pour déjeuner, ce qui arrivait plus souvent que je ne voulais l'admettre, elle me glissait un petit pain supplémentaire ou une brique de jus sans rien dire. Elle ne m'a jamais fait me sentir honteuse. J'essayais toujours de glisser quelques dollars dans le pot de don près de son stand quand je le pouvais, même si ce n'était qu'1 dollar ou 2. Je me demandais si elle se souvenait même de moi. Probablement pas. J'étais juste une autre enfant qui passait dans une file d'attente. À minuit, je me suis retrouvé au petit parc que je traversais tous les jours en allant à l'école. Le banc n'était pas confortable, du métal froid avec de la peinture verte écaillée, mais je n'avais pas d'autres options. La batterie de mon téléphone était à 3%. Mon estomac gargouillait bruyamment dans le silence. Le monde m'a soudain semblé plus grand que je ne pouvais le supporter, plus grand et plus froid et plus indifférent que je ne l'avais jamais imaginé. Je me suis allongé sur le banc, en resserrant ma fine veste autour de moi. L'air nocturne me mordait la peau, s'infiltrant à travers le tissu. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de ne pas pleurer, j'ai essayé de ne pas penser à où j'allais dormir demain, ni le lendemain, ni le surlendemain. C'est alors que je l'ai vu, une ombre au loin près de la rangée d'arbres au bord du parc. Quelqu'un se tenait là, penché légèrement en avant, me regardant. Ma peau s'est mise à fourmiller. Je me suis redressé lentement, plissant les yeux dans l'obscurité. La silhouette ne bougeait pas, ne faisait pas un pas en avant ou en arrière, elle restait juste là, immobile comme une pierre. « Bonjour », ai-je lancé, ma voix tremblant et ténue. Pas de réponse, juste le silence et le bruit lointain de la circulation. Je me suis dit que c'était de la paranoïa, juste mon esprit qui me jouait des tours après la pire nuit de ma vie. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul, que quelqu'un me regardait, attendait. J'ai essayé de me rallonger, mais mon cœur ne voulait pas arrêter de battre. Chaque son me faisait sursauter, chaque bruissement de feuilles, chaque portière de voiture au loin. Puis j'ai entendu, des pas lents, lourds, délibérés, se rapprochant. Elena. J'ai fraisé. Quelqu'un connaissait mon nom. La silhouette est entrée dans le cercle de lumière projeté par le lampadaire, et soudain, j'ai pu voir son visage. C'était Madame Arlo. Elle s'est agenouillée devant moi, ses genoux craquant légèrement, son visage plein d'inquiétude et autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle chuchoté d'urgence. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ? Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» J'ai craqué. Les larmes que je retenais ont coulé sur mon visage. Je n'ai personne d'autre. Personne. Mademoiselle Arlo a regardé autour d'elle nerveusement, ses yeux scrutant le parc, la rue, les ombres. Puis elle a saisi ma main. Sa prise était étonnamment forte, presque douloureuse. « Écoute attentivement », a-t-elle dit, sa voix tremblant d'urgence. « Ne va pas au pont ce soir. Tu me comprends ? Reste loin de lui. » Le pont ? Je ne comprenais pas.
Je n'avais pas prévu d'aller où que ce soit. Quel pont? Prends cette clé. Elle a enfoncé une clé en laiton rouillé dans ma paume, refermant mes doigts autour. Le métal était froid et lourd. Sois à l'endroit auquel elle appartient demain, à 9h pétantes. Tout prendra son sens, je te le promets. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, avant que je puisse lui demander ce qui se passait ou pourquoi elle avait l'air si effrayée, elle s'est enfuie dans l'obscurité, disparaissant entre les arbres. Mes instincts m'ont crié de partir. Chaque nerf de mon corps s'est allumé en signal de danger. Je suis sorti vite, sans regarder en arrière, mes mains tremblant. Mais il m'a suivi. Je pouvais entendre ses pas derrière moi sur le trottoir, lent et délibéré, correspondant à mon rythme. J'ai accéléré, lui aussi. Ma respiration s'est accélérée. Je faisais pratiquement du jogging maintenant. Puis je l'ai entendu marmonner à voix basse, juste assez fort pour que je l'entende, elle l'a trouvé. Alors je me suis retourné, le cœur battant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mais il a disparu entre les voitures garées comme de la fumée, disparaissant dans l'ombre avant que je puisse bien voir son visage, juste disparu. J'ai couru. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste couru. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver à un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à 3 pâtés de maison et je me suis réfugié à l'intérieur. Les lumières fluorescentes étaient dures et vives après l'obscurité. Une serveuse fatiguée a levé les yeux en essuyant le comptoir. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la clé. Je me suis glissé dans une cabine au fond, où je pouvais voir la porte, où je pouvais voir quelqu'un arriver. J'ai retourné la clé à la lumière, en la regardant vraiment pour la première fois. C'est alors que je l'ai vu, de faibles lettres gravées sur le côté du métal, presque invisibles à moins de savoir où regarder, une adresse. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants, j'ai tapé l'adresse et j'ai attendu que la carte se charge. C'était un vieux bâtiment en briques de l'autre côté de la ville, dans un quartier où je n'avais jamais été, un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. La carte le montrait situé à un coin de rue, isolé. Je suis resté dans ce restaurant jusqu'au lever du soleil, en sirotant une seule tasse de café que la serveuse a eu pitié de moi. Elle l'a rempli 2 fois sans me demander de paiement, me lançant juste un regard triste et entendu. Quand la première lumière a traversé les fenêtres, peignant tout en or doux, j'ai laissé $1 sur la table, tout ce que j'avais, et je suis parti. Il m'a fallu près d'1 heure pour me rendre à l'adresse. Mes pieds me faisaient mal, tout mon corps me faisait mal. Au moment où je suis arrivé, le soleil était complètement levé et les rues commençaient à s'éveiller. Des voitures passaient. Des gens promenaient des chiens. La vie normale se déroulait tout autour de moi alors que la mienne s'effondrait. Le bâtiment avait l'air abandonné, des fenêtres barricadées recouvertes de couches de vieux journaux, de la peinture écaillée révélant la brique en dessous, des graffitis tagués sur un côté, des mots que je ne comprenais pas, mais quelque chose en lui me semblait étrangement familier, comme si je l'avais vu dans un rêve dont je ne pouvais pas tout à fait me souvenir, comme un déjà-vu, mais plus profond. Je suis resté dehors, serrant la clé, attendant, surveillant le coin pour voir arriver mademoiselle Arlo. À 9h précises, elle est apparue, arrivant au coin de la rue à l'heure. Elle portait toujours son uniforme de cafétéria, la même robe bleu pâle qu'elle portait tous les jours. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux comme si elle n'avait pas dormi non plus. Mais ses yeux étaient vifs, alertes, scrutant la rue avant de s'approcher de moi. « Ouvre-la » a-t-elle dit doucement, en désignant la porte. « C'est à toi. »« À moi. » Ma voix est sortie plus petite que je ne l'avais prévu, comme celle d'un enfant. « Qu'est-ce que tu veux dire par à moi ?» Elle n'a pas répondu. Elle a juste attendu, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. J'ai avancé, mes jambes se sentant faibles. J'ai glissé la clé dans la serrure avec une main qui n'arrêtait pas de trembler. Elle a cliqué en douceur, presque trop en douceur, comme si elle attendait depuis des années, m'attendant. De la poussière s'est enroulée dans l'air lorsque j'ai poussé la lourde porte. Elle a gémi sur des charnières rouillées. L'odeur de vieux livres, de papier et d'air froid et vicié s'est précipitée à l'extérieur, me faisant tousser. À l'intérieur, il y avait un petit bureau. Une armoire à dossier se tenait dans le coin, cabossée et rayée. Un bureau était placé au centre, recouvert de vieux courriers et de papier jauni, des enveloppes avec des adresses que je ne reconnaissais pas. Un cadre photo poussiéreux gisait face contre terre, comme si quelqu'un l'avait retourné délibérément et ne l'avait jamais retourné. J'ai ressenti une étrange pression dans ma poitrine, comme si j'entrais dans un souvenir que je ne savais pas avoir,
comme si cet endroit me connaissait même si je n'y avais jamais été. Mademoiselle Arlo est entrée et a fermé la porte derrière nous fermement. Elle s'est dirigée directement vers l'armoire à dossier comme si elle savait exactement où elle allait. Elle a ouvert un tiroir et a fouillé à l'intérieur, sortant un dossier. Elle l'a tenu en l'air pour que je puisse voir l'étiquette, mon nom, mon dossier. J'ai reculé, mon dos heurtant le mur. Comment as-tu mon? Pourquoi y a-t-il un dossier avec mon nom? Elle a levé la main, me coupant avec un geste. Il y a quelque chose que ta famille n'a jamais voulu que tu saches, quelque chose qu'elle t'a caché toute ta vie. Elle a ouvert le dossier lentement, délibérément, et a sorti un document, un certificat de naissance, mais pas celui que j'avais vu auparavant, pas celui que ma mère gardait dans l'armoire à dossier à la maison. Mes mains tremblaient alors que je le prenais d'elle. Le papier était vieux, officiel. Le nom qui y figurait sous mère n'était pas celui de la femme qui m'avait élevé. C'était quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, Marissa Fallon. Qu'est-ce que c'est? Ma voix s'est brisée, les larmes se formant déjà. Je ne comprends pas. Qui est Marissa Fallon? Mademoiselle Arlo m'a regardé droit dans les yeux, son expression triste mais ferme. Tu n'as pas été abandonnée, Elena. Tu as été cachée. J'ai fixé le papier dans mes mains, les mots nageant alors que les larmes brouillaient ma vue. Caché de quoi? De qui? Et pourquoi? Et pour la première fois, j'ai réalisé que Mademoiselle Arlo en savait beaucoup plus qu'elle ne l'avait jamais admis. Elle m'avait observé, protégé toutes ces années. Qui êtes-vous? Ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a soupiré et a tiré une chaise de derrière le bureau. Assieds-toi, Elena. Cela va prendre un certain temps. Je suis resté immobile, serrant le certificat de naissance. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je n'ai pas toujours été une dame de la cantine, a-t-elle commencé. Il y a des années, je travaillais pour une agence de détectives privés. J'ai été affecté à te protéger sans révéler la vérité. Me protéger? J'ai senti mon monde entier basculer. De quoi? Des mêmes personnes que ta mère fuyait. Elle s'est dirigée vers le bureau et a ouvert un tiroir verrouillé en dessous. La même clé que j'avais utilisée pour ouvrir la porte s'insérait dans une deuxième fente lorsqu'elle la retournait. Un loquet caché a cliqué et le tiroir s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, des photos de bébés, et sur chacune d'elles, une femme qui me ressemblait étrangement tenait un minuscule nourrisson dans ses bras. C'est toi, a dit doucement Mademoiselle Arlo. Et c'est ta mère biologique, Marissa Fallon. J'ai ramassé l'une des photos. La femme avait mes yeux, mon nez, mon sourire. Qu'est-il arrivé? Ai-je demandé. Le visage de Mademoiselle Arlo s'est assombri. Marissa était impliquée dans la dénonciation d'un puissant syndicat de crimes financiers. Elle a recueilli des preuves, monté un dossier et était prête à le rendre public, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle a disparu. Ils l'ont fait disparaître et tu es devenu une cible, toi aussi. Alors, elle a pris des dispositions pour que tu sois placé dans la famille d'accueil pour te protéger. Les Rivers, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a acquiescé. Ils n'étaient pas censés te garder pour toujours, juste jusqu'à ce que ce soit sûr, mais ils ont appris qui ta mère avait contrarié. Après cela, ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec toi. J'ai pensé à toutes ces années d'indifférence, à la façon dont ma mère me regardait comme si j'étais un fardeau, à la façon dont mon beau-père ne me parlait jamais à moins d'y être obligé. Il savait, ai-je dit, ma voix creuse. Il savait tout le temps. Mademoiselle Arlo a sorti une autre photo. Celle-ci montrait un symbole, une crête triangulaire. Mon estomac s'est noué. Je l'ai reconnu immédiatement. Je l'ai déjà vu, ai-je dit, sur les boutons de manchette de mon beau-père. La mâchoire de Mademoiselle Arlo s'est serrée. Il n'était pas seulement un parent d'accueil, Elena. Il était connecté. Il savait exactement qui tu étais et il était payé pour te faire taire et te cacher. Je me suis senti mal. Toute ma vie avait été un mensonge, une transaction. Mademoiselle Arlo, ai-je dit lentement, pourquoi m'avez-vous suivi hier soir? Comment saviez-vous pour le pont? Elle a détourné le regard. Parce que j'avais peur qu'ils aient finalement décidé de résoudre leurs problèmes, en poussant une jeune femme de 18 ans déprimée vers une tragédie qui ressemble à un suicide. Ce ne serait pas la première fois qu'ils le font. Mes jambes ont tremblé. J'aurais pu y être. J'aurais pu être celle sur ce pont. L'homme du restaurant, ai-je chuchoté. Il me suivait.
Mademoiselle Arlot a sorti un autre dossier. À l'intérieur, il y avait des photos de sécurité, le même homme que dans le hall. Son nom figurait sur un dossier lié à la disparition de Marissa. Il ne te suivait pas seulement, a dit Mademoiselle Arlot. Il te chassait. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qu'ils veulent? Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant presque en un chuchotement. Ta mère t'a laissé quelque chose que des gens puissants veulent toujours, quelque chose qui vaut la peine de tuer. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait, seulement que tu es la clé pour le trouver. Soudain, le téléphone de Mademoiselle Arlot a vibré. Elle l'a sorti et son visage est devenu pâle. Quoi, ai-je demandé? Elle a saisi mon bras. Ils savent que tu as ouvert la porte. Avant que je puisse répondre, elle s'est dirigée vers la fenêtre et a fermé le store. Puis elle s'est dirigée vers l'armoire et a sorti un sac de sport que je n'avais pas remarqué auparavant. À l'intérieur, il y avait des provisions, une corde, un téléphone jetable, une carte. Nous ne pouvons pas rester ici, a-t-elle dit, sa voix urgente. S'ils ont suivi la clé, ils arrivent. Je me suis levé, le cœur battant. Qui arrive? Mademoiselle Arlot m'a regardé droit dans les yeux. Les mêmes personnes qui ont pris ta mère. En quelques minutes, je les ai entendus, des pas, lourds et délibérés, de plusieurs personnes. J'ai jeté un coup d'œil à travers une fissure dans la fenêtre barricadée. 2 SUV noirs s'étaient garés de l'autre côté de la rue. Des hommes en costume sont sortis, scrutant la zone. Ils se déplaçaient avec précision, comme des soldats. Viens, a chuchoté Mademoiselle Arlot, en saisissant mon poignet. Elle m'a tiré vers un escalier étroit dans le coin que je n'avais pas remarqué auparavant. Nous avons monté rapidement, nos pas résonnant dans l'espace étroit. En haut, il y avait une porte qui menait au toit. Le bâtiment était relié à un autre par un pont d'entretien rouillé. Il se balançait légèrement dans le vent. J'ai hésité. Ça n'a pas l'air sûr. Ils ne tireront pas là où les caméras peuvent voir, a dit Mademoiselle Arlot, en me poussant en avant. Bouge. J'ai couru sur le pont, mes mains agrippant les rails si fort que mes jointures sont devenues blanches. Derrière moi, j'ai entendu la porte du toit claquer. Là, a crié une voix. Nous avons atteint l'autre côté et avons continué à courir. Mademoiselle Arlot m'a guidé à travers les toits, derrière les cheminées, le long des escaliers de secours. J'avais l'impression que mes jambes allaient me lâcher, mais l'adrénaline me faisait avancer. Finalement, nous sommes tombés dans une ruelle et nous nous sommes fondus dans la foule matinale. Mademoiselle Arlot m'a entraîné dans un magasin d'antiquités bondé. Un homme plus âgé a levé les yeux derrière le comptoir. Son visage s'est crispé quand il nous a vus. Vous avez amené la gamine, a-t-il dit. Alors il surveille déjà tout. Mademoiselle Arlot l'a ignoré. Vous l'avez toujours? L'homme a soupiré et a fouillé sous le comptoir. Il a sorti une enveloppe scellée. La même crête triangulaire y était estampillée, sauf que cette version avait une barre oblique. Votre mère a laissé ça derrière elle, a-t-il dit en me le tendant. Nous ne l'avons jamais ouverte. Je l'ai déchirée. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à revenir. La vérité est cachée là où tu as appris à marcher pour la première fois. Il y avait aussi une carte. Un cercle rouge marquait une adresse de banlieue que je ne reconnaissais pas, mais au moment où je l'ai regardé, quelque chose a fait tilt, un souvenir, faible et flou, mais réel. De l'herbe, une clôture blanche, une balançoire rouge, la voix d'une femme chantant doucement. Je connais cet endroit, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlot a regardé la carte. Alors c'est là que nous allons. Avant que nous puissions bouger, un grand coup a ébranlé la porte d'entrée. Ouvrez. Nous savons qu'elle est à l'intérieur. Le vieil homme a fait un signe de tête vers une bibliothèque au fond. Allez-y maintenant. Mademoiselle Arlot a écarté la bibliothèque, révélant une trappe. Nous sommes descendus dans l'obscurité. Un ancien passage de l'époque de la Prohibition s'étendait sous le magasin. Nous avons couru dans le couloir étroit, éclairé seulement par une faible lampe de poche que Mademoiselle Arlot a sortie du sac de sport. Le bruit des pas martelant au-dessus de nous s'est estompé. Nous avons couru jusqu'à ce que nous ne les entendions plus. Puis nous nous sommes arrêtés, essoufflés, appuyés contre les murs de pierre froid. Pourquoi faites-vous ça, ai-je demandé, en cherchant mon souffle. Vous ne me devez rien. Mademoiselle Arlot m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux.
Parce que j'ai fait une promesse à ta mère la nuit où elle m'a sauvé la vie. Elle vous a sauvé? Mademoiselle Arlo a acquiescé. Il y a des années, les mêmes personnes qui vous traquent maintenant me traquaient. Marissa a détruit des preuves qui auraient pu m'envoyer en prison. Elle m'a donné une seconde chance. Te protéger, c'est ma façon de rembourser cette dette. J'ai réalisé alors qu'il ne s'agissait pas seulement de protection. C'était de la loyauté, quelque chose de plus profond que le devoir. Nous sommes sortis du tunnel dans une ruelle de l'autre côté de la ville. Nous avons pris un bus, puis nous avons marché sur 5 kilomètres jusqu'à ce que nous atteignions l'adresse encerclée sur la carte. Une petite maison couverte de lierre était assise tranquillement au bout d'un cul-de-sac. Elle avait l'air abandonnée, mais je sentais quelque chose me tirer vers elle, comme si mes os s'en souvenaient, même si mon esprit ne s'en souvenait pas. Je me suis approché de la porte d'entrée. Mes mains tremblaient alors que je glissais la même clé en laiton dans la serrure. Elle a cliqué en douceur, trop en douceur. Combien d'endroits cette clé ouvre-t-elle? Ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo n'a pas répondu, mais le bruit de la serrure qui tournait était définitif, comme si c'était la maison pour laquelle la clé était vraiment destinée. J'ai poussé la porte. La poussière recouvrait chaque surface, mais l'air était chaud, habité. À travers des portes françaises fissurées, j'ai vu le jardin. Une balançoire en bois rouge s'y trouvait, se balançant légèrement dans la brise, la même balançoire que dans mon rêve. Je me suis approché d'elle, mes jambes bougeant d'elles-mêmes. J'ai touché la poignée, et soudain, des fragments sont revenus en force, une femme chantant, des mains me poussant doucement, la faible odeur d'agrumes. Les larmes ont coulé sur mon visage. Je ne savais pas si c'était de vrais souvenirs ou simplement des vœux pieux. C'était ma maison, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a posé une main sur mon épaule. Oui, c'était le cas. Nous avons monté l'escalier grinçant. Une pièce à l'étage était intacte, une chambre d'enfant, un berceau, un mobile délavé, des couvertures de bébé avec mes initiales brodées dessus. Ce n'était pas seulement une maison. C'est là où je suis né, là où j'ai existé pour la première fois, avant que tout ne s'écroule. Derrière une armoire, j'ai remarqué des marques de rayures sur le sol, comme si quelque chose avait été traîné à plusieurs reprises. Aidez-moi à déplacer ça, ai-je dit. Ensemble, nous avons écarté l'armoire. Derrière elle se trouvait une porte étroite, verrouillée. Mademoiselle Arlo a sorti un mince outil en métal et a crocheté la serrure avec une précision experte. La porte s'est ouverte pour révéler un escalier descendant. Nous sommes descendus dans un sous-sol qui ne ressemblait en rien au reste de la maison. Il était moderne, propre, des classeurs alignés le long des murs, des ordinateurs scellés dans du plastique posés sur un bureau, des boîtes étiquetées avec des dates remplissaient les coins, et au centre de la pièce, boulotté dans le mur, se trouvait un grand coffre-fort en métal. Quoi que votre mère cachait, a dit mademoiselle Arlo, c'est ici. Je me suis approché des classeurs et j'en ai ouvert un. Des dossiers, des dizaines, estampillés de sceaux d'agences gouvernementales. J'ai sorti le dossier du dessus. À l'intérieur, il y avait des documents sur un important système de blanchiment d'argent, des noms, des dates, des transactions, et sur plusieurs pages, j'ai vu le nom complet de mon beau-père. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le dossier. Toute ma vie, ai-je chuchoté. Il faisait semblant. Mademoiselle Arlo s'est approchée du coffre-fort. Elle a sorti la carte et l'a retournée. Au dos, il y avait un code griffonné à l'encre pâle. Elle l'a tapé dans le clavier du coffre-fort. Il a émis un bip, puis s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait un seul article, une puce vidéo enregistrée étiquetée pour Elena. Quand elle sera prête. Nous avons trouvé un vieux moniteur et l'avons fait fonctionner. L'écran s'est allumé, et la voilà, Marissa Fallon, ma mère. Elle a regardé directement la caméra. Sa voix était calme mais urgente. Si tu vois ceci, Elena, ils m'ont trouvé. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Tu es en danger, toi aussi. Les gens qui veulent cette information ne reculeront devant rien. Je ne pouvais plus respirer. C'était la première fois que j'entendais sa vraie voix. À la fin de la vidéo, elle a chuchoté un emplacement, puis un avertissement, il y a une dernière chose que tu dois voir, mais n'y va pas seul. L'écran est devenu noir. Je me suis tourné vers mademoiselle Arlo, tremblant. J'y vais. Elle a acquiescé. Nous deux. Mademoiselle Arlo a ouvert une armoire cachée dans le mur du sous-sol. À l'intérieur, il y avait des fournitures de survie, des téléphones jetables,
des bouteilles d'eau, des barres protéinées, une trousse de premiers soins et, enveloppée dans un tissu, une arme à feu. J'ai reculé. Mademoiselle Arlo, ce n'est pas un combat, a-t-elle dit fermement. C'est pour te ramener à la maison vivante. J'ai acquiescé. Il y a 24 heures, j'obtenais mon diplôme d'études secondaires. Maintenant, je fuyais pour ma vie. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai attrapé des dossiers dans l'armoire, les fourrant dans mon sac à dos, des preuves. Nous sommes sortis par la porte de derrière, en nous déplaçant rapidement. Le quartier était calme, trop calme. C'est alors que je les ai remarqués, des voitures inconnues qui tournaient lentement dans le cul-de-sac, toutes avec des vitres teintées. Ils nous ont trouvés, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a saisi mon bras et m'a tiré derrière des haies. Reste basse. Bouge vite. Nous avons traversé des jardins, franchissant des clôtures, nous cachant derrière des cabanes. Mes poumons brûlaient, mes jambes me faisaient mal, mais la peur me faisait avancer. En chemin vers l'endroit indiqué dans la vidéo de ma mère, Mademoiselle Arlo m'a tiré derrière une benne à ordures. 2 hommes en costume sont passés. Sors, Elena, a crié l'un d'eux, sa voix douce. Nous voulons juste parler. Nous pouvons t'aider à comprendre dans quoi ta mère était vraiment impliquée. Mon cœur battait à tout rompre. Mademoiselle Arlo a gardé sa main sur ma bouche jusqu'à ce qu'il passe. Nous avions besoin d'un endroit sûr. Mademoiselle Arlo m'a conduite dans une vieille église, son entrée latérale déverrouillée. À l'intérieur, la poussière recouvrait les bancs. L'air sentait le vieux bois et les prières oubliées. Nous nous sommes assis au fond, reprenant notre souffle. C'est alors que Mademoiselle Arlo m'a raconté toute l'histoire. Il y a des années, j'avais des ennuis. La même organisation que celle que votre mère enquêtait avait des preuves contre moi, des preuves qui m'auraient envoyé en prison pendant 20 ans. J'ai écouté, en regardant son visage. Votre mère a trouvé ces preuves en premier. Elle aurait pu les utiliser, aurait pu me dénoncer, mais elle ne l'a pas fait. Elle les a détruites, chaque copie. Elle m'a donné une seconde vie, Elena. Elle n'a demandé qu'une seule chose en retour. De me protéger, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a acquiescé, les larmes aux yeux. Quand elle a disparu, j'ai su ce que je devais faire. J'ai changé de nom et je suis devenu quelqu'un qui pouvait veiller sur vous sans éveiller les soupçons, une dame de la cantine, quelqu'un d'invisible. Toutes ces années, ai-je dit, vous m'avez observé chaque jour. Et je le ferai encore. Avant que je puisse répondre, une porte latérale a claqué. Le collègue du magasin d'antiquités est entré en titubant, respirant fort, du sang coulant de son sourcil. J'ai essayé de les retarder, a-t-il haleté, mais ils m'ont suivi. Ils arrivent. Une balle a brisé un vitrail. Le verre a explosé vers l'intérieur. Nous nous sommes cachés derrière les bancs. Il y a un tunnel de maintenance, a crié l'homme. Allez-y. Nous avons couru. Derrière nous, des pas ont grondé, d'autres coups de feu. Nous avons trouvé l'entrée du tunnel derrière l'hôtel et sommes descendus dans l'obscurité. Mademoiselle Arlo a allumé une lampe de poche et nous avons couru dans le passage étroit jusqu'à ce que les bruits au-dessus s'estompent. Nous avons émergé près d'une jetée tranquille à la périphérie de la ville. L'odeur de l'eau salée remplissait l'air. Les bateaux se balançaient doucement dans leurs cales. Les coordonnées de la vidéo de ma mère pointaient vers un entrepôt à quelques mètres de là, niché entre un vieux magasin d'appât et un restaurant de fruits de mer fermé. La porte de l'entrepôt était verrouillée par 3 cadenas distincts. Mademoiselle Arlo a travaillé dessus méthodiquement, ses outils cliquant et grinçant jusqu'à ce que chacun tombe. À l'intérieur, il y avait une énorme malle en métal couverte de poussière et de rouille. Ensemble, nous l'avons traînée à la lumière. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des piles de documents, des relevés bancaires montrant des millions de dollars transitant par des comptes offshore, des photos d'hommes en costume coûteux serrant la main de politiciens que j'ai reconnus dans les nouvelles, des listes de noms, de dates, de transactions et, tout en haut, une confession signée impliquant mon beau-père et un groupe de hauts fonctionnaires dans une opération de blanchiment d'argent qui a duré des décennies. C'était ça, ai-je chuchoté, en feuilletant page après page. C'était ce que ma mère était morte en protégeant. Cela pourrait les détruire, tous. C'est pourquoi ils le veulent tellement, a dit Mademoiselle Arlo, et c'est pourquoi ils n'arrêteront jamais de vous traquer. Avant que nous puissions bouger, avant même que nous puissions penser à ce qu'il fallait faire ensuite, je les ai entendus, des moteurs, plusieurs véhicules.
Des fourgonnettes noires ont envahi la jetée des deux côtés, nous encerclant. Des dizaines d'hommes en costume sont sortis, entourant l'entrepôt, nous entourant. Et puis j'ai entendu une voix que j'ai reconnue, une voix qui m'a glacé le sang. Mon beau-père est sorti de la fourgonnette de tête, son expression calme et recueillie. Il m'a regardé comme si j'étais un problème qu'il allait enfin résoudre. « Sors, Elena » a-t-il crié à travers la jetée, sa voix portant sur l'eau. « Ne rends pas ça plus moche que nécessaire. Nous pouvons encore parler. Nous pouvons encore arranger ça comme des gens civilisés. » Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant. Mademoiselle Arlot a essayé de me tirer en arrière, mais j'ai avancé, le dossier de la confession serré dans mes mains. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Ça n'était jamais arrivé. « Vous avez causé pas mal de problèmes », a-t-il dit en s'approchant. « Votre mère aussi. Regardez où ça l'a mené. »« Vous saviez » ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le sentais. « Vous saviez qui j'étais depuis le début. Vous avez pris de l'argent pour me faire taire, pour me cacher, pour vous assurer que je n'apprenne jamais la vérité. Je me suis occupé de vous, » a-t-il dit froidement. « Je vous ai donné une maison, de la nourriture et une éducation. C'est plus que ce que la plupart des enfants placés reçoivent. Vous ne m'avez rien donné que des mensonges. » Il a soupiré comme si j'étais déraisonnable. « Viens avec moi maintenant, Elena. Donne-moi le dossier. Nous te compenserons généreusement. Tu peux avoir de l'argent, de la sécurité, une nouvelle identité. Tu peux disparaître et vivre la vie que tu veux, ou, son expression s'est assombrie, tu peux refuser, et nous résoudrons ce problème comme nous aurions dû le résoudre il y a des années. » Je l'ai regardé, cet homme qui avait fait semblant d'être mon père, qui s'était assis en face de moi à des tables de dîner pendant 18 ans sans jamais une seule fois me regarder comme si j'étais importante. « Non », ai-je dit simplement. Sa mâchoire s'est serrée. Il a claqué des doigts. Deux hommes ont attrapé mademoiselle Arlot, tirant ses bras derrière son dos. Elle s'est débattue, mais ils l'ont retenue fermement. « Alors, laissez-moi être parfaitement clair, » a dit mon beau-père, sa voix tombant à quelque chose de sombre et de dangereux. « Vous êtes la fille de votre mère, et cela fait de vous une menace que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. » La jetée a soudain semblé plus froide qu'elle n'avait le droit de l'être. J'avais quelques secondes pour décider, lui donner le dossier ou me défendre. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai jeté le dossier de la confession en l'air aussi fort que je pouvais. Les papiers se sont dispersés comme des plumes prises par le vent. Le chaos a éclaté. Les hommes ont plongé pour les papiers, en criant. Mon beau-père a hurlé des ordres. Pendant un bref instant, personne ne m'a regardé. Mademoiselle Arlot et moi avons échangé un regard. Elle m'a fait le plus petit signe de tête. J'ai couru droit vers le bord et j'ai sauté. L'eau glacée m'a frappé comme un coup de poing. J'ai haleté, avalant de l'eau salée, mes vêtements immédiatement lourds. J'ai entendu un plongeon. Mademoiselle Arlot avait suivi. Des balles ont déchiré la surface, laissant des traînées de bulles. Nous avons plongé plus profondément, nageant vers les pilotis du quai. Mes poumons criaient pour de l'air. Tout était sombre et froid, mais j'ai continué à nager. Nous avons fait surface sous un quai, en haletant. Au-dessus de nous, des pas couraient, des faisceaux de lampes de poche coupaient à travers les espaces. En dessous, a chuchoté mademoiselle Arlot, les dents claquant. Nous l'avons trouvé entre deux pilotis, un petit bateau de pêche avec les clés sur le contact. Nous sommes montés à bord, dégoulinantes et tremblantes. Mademoiselle Arlot a tourné la clé. Le moteur a pétarade, puis a rugi. Nous nous sommes éloignés à toute vitesse alors que les phares convergeaient. Les coups de feu ont jailli. J'ai entendu mon beau-père crier mon nom, mais sa voix est devenue plus petite jusqu'à ce qu'elle soit engloutie par les vagues. Alors que nous filions sur l'eau sombre, mademoiselle Arlot m'a dit la pire vérité à ce jour. « Elena » a-t-elle dit par-dessus le moteur, « votre mère n'a pas été kidnappée. » Quoi? Elle s'est livrée à l'organisation. Elle savait qu'il vous utiliserait comme levier, alors elle s'est rendue pour vous protéger. Elle a échangé sa vie contre la vôtre. Les larmes ont coulé sur mon visage. Ma mère avait tout sacrifié pour me garder en sécurité. Où allons-nous, ai-je demandé. Le deuxième endroit que votre mère a mentionné, une île. Il y a un vieux phare. Elle l'a aménagé comme une maison sur il y a des années. Le trajet en bateau a semblé interminable. Le vent froid m'a fouetté le visage.
Finalement, je l'ai vu, une petite île avec un phare abandonné. Nous avons accosté à une jetée délabrée. La porte du phare était déverrouillée. À l'intérieur, l'électricité fonctionnait toujours. Des fournitures d'urgence étaient alignées sur les étagères, et sur une table, une enveloppe scellée marquée Elena, finale. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main de ma mère. Je l'ai reconnue grâce aux documents que nous avions trouvés, élégante et précise. Ma très chère Elena, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors tu as survécu à ce que je n'ai pas pu. Tu as trouvé la vérité que je suis morte en protégeant. J'ai besoin que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'étais pas censé vivre une vie traquée. Tu étais censé être libre, en sécurité, heureuse, mais le monde est cruel parfois, et les puissants se protègent à tout prix. Je t'exhorte maintenant à prendre tout ce que tu as trouvé et à le révéler, pas à la police, ils sont compromis, pas aux fonctionnaires, ils sont payés, mais au monde. Publie tout. Laisse tout le monde voir ce que ces gens ont fait, ce qu'ils continuent de faire. Fais briller une lumière si vive qu'ils ne peuvent plus se cacher. Mais sache ceci, tous ceux qui apprendront ce que tu sais essaieront de te faire taire. Ne fais confiance à personne, sauf à ceux qui ont déjà prouvé leur loyauté avec leur vie. Et souviens-toi toujours que je t'ai aimé plus que tout au monde. Je referais tout si cela signifiait que tu avais un jour de plus de liberté. Sois courageuse, ma chère fille. Sois plus courageuse que je ne l'ai été. Tout mon amour, Marissa. J'ai plié la lettre complètement et je l'ai pressée contre ma poitrine, en sanglotant. Mademoiselle Arlo a trouvé un émetteur satellite fonctionnel dans la salle d'équipement du phare, couvert de poussière mais opérationnel. Elle l'a installé pendant que je rassemblais les fichiers, les photos, les preuves, tout ce que nous avions. Nous allons tout télécharger, ai-je dit en essuyant mes larmes. Tout, comme elle le voulait. Mademoiselle Arlo m'a regardé avec fierté. Alors, brûlons tout. Nous avons emballé les fichiers numériquement, en scannant page après page. Mademoiselle Arlo savait comment les acheminer via des serveurs anonymes, comment les envoyer simultanément à des centaines de journalistes, de réseaux de dénonciateurs, d'organisations de presse et de sites de fuite. Pendant que nous travaillions, un crépitement est venu d'une vieille radio de bateau sur une étagère. Je l'ai allumée. La voix de mon beau-père a rempli la pièce, enragée et désespérée. Fouillez chaque île, chaque quai, chaque bateau. Trouvez-la. Je veux tout le monde sur le coup maintenant. Il n'abandonnait pas. Il serait bientôt là. Peut-être avions-nous des heures, peut-être moins. Mademoiselle Arlo et moi nous sommes regardés. Nous savions toutes les deux ce que cela signifiait. Télécharge tout, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, nous téléchargeons tout. Elle a acquiescé et a appuyé sur le bouton. Le téléchargement a commencé. Les fichiers ont commencé à être transférés, 1%, 2%, 3%. Puis je les ai vus à travers la fenêtre, des lumières à l'horizon, des hors-bords, plusieurs moteurs rugissant sur l'eau vers nous. Ils arrivent, ai-je chuchoté. Mademoiselle Arlo a vérifié l'arme qu'elle avait apportée. Alors nous les retenons jusqu'à ce qu'ils se terminent. Le téléchargement a continué, 10%, 15%. Les bateaux se sont rapprochés, leur moteur devenant plus fort. Je me suis tenu à la fenêtre, les regardant s'approcher, le cœur battant, mais ma détermination ferme. Ma mère avait tout donné pour ce moment, et je n'allais pas laisser son sacrifice être vain. Les hors-bords ont atteint l'île en quelques minutes. J'ai regardé à travers la fenêtre du phare des hommes armés sauter, des bottes éclaboussant dans l'eau peu profonde. Ils se sont déplacés avec une précision militaire, s'éventant, encerclant le phare. Barricadez la porte, a crié Mademoiselle Arlo. Nous avons poussé des meubles contre l'entrée, un bureau lourd, des chaises, tout ce que nous pouvions déplacer. La barre de progression du téléchargement a rampé vers l'avant, 25%, 30%. Des coups de feu ont retenti. Des balles ont percé la porte en bois. Des éclats ont explosé vers l'intérieur. Je me suis laissé tomber au sol, le cœur battant. Mademoiselle Arlo s'est accroupie à côté de l'émetteur, le protégeant de son corps. Continue à télécharger, ai-je dit. Quoi qu'il arrive. La porte a tremblé alors qu'ils l'ont enfoncée de l'extérieur. La barricade a tenu, mais à peine. Nous n'avions pas beaucoup de temps. 40%, 45%. Puis la porte a éclaté. Le bureau est tombé. Mon beau-père est entré en premier, une arme à la main,
son visage déformé par la rage. Tu crois que le monde croira une jeune femme de 18 ans plutôt que moi, a-t-il crié. Plutôt que nous tous? Tu es délirante, Helena, tout comme ta mère. Je me suis levé lentement, sortant la lettre de ma mère de ma poche. Je l'ai tenue en l'air pour qu'il puisse la voir. Non, ai-je dit, ma voix ferme malgré ma peur, mais ils croiront les preuves. Ils croiront les documents, les relevés bancaires, les photos, la confession avec votre signature. Son visage est devenu pâle. Tu n'as pas la confession. Elle s'est dispersée dans l'eau. J'ai des copies, ai-je menti, mais ma voix était confiante. Ma mère n'était pas stupide. Elle s'est assurée qu'il existait plusieurs copies, et en ce moment, elles sont envoyées à tous les grands médias du monde. Il a regardé l'émetteur, a vu la barre de téléchargement, 60%. Arrêtez ça, a-t-il crié à ses hommes. L'un d'eux s'est approché de l'équipement. Mademoiselle Arlo s'est placée devant. Vous devrez passer sur mon corps, a-t-elle dit. L'homme a levé son arme. Tout s'est passé si vite. Un coup de feu a retenti. Mademoiselle Arlo m'a poussé de côté, et la balle qui m'était destinée l'a touchée à la place. Elle s'est effondrée, serrant son épaule, du sang suintant entre ses doigts. Mademoiselle Arlo, ai-je crié, en tombant à côté d'elle. Termine le téléchargement, a-t-elle haleté, son visage pâle de douleur. N'arrête pas, termine-le. 70%, 75%. J'ai levé les yeux vers mon beau-père, la fureur remplaçant ma peur. J'ai vu un pistolet lance-fusée monter sur le mur, un équipement d'urgence datant de l'époque où le phare était opérationnel. Je l'ai attrapé et j'ai tiré sans réfléchir. La fusée a traversé la pièce et a touché un réservoir de carburant près de la jetée à l'extérieur. L'explosion a été massive, une boule de feu et de fumée qui a illuminé le ciel nocturne. L'onde de choc a brisé les fenêtres. Les hommes ont plongé à couvert, criant et s'éloignant des flammes. La barre de téléchargement a fait un bond, 85%, 90%. Mon beau-père a titubé, désorienté par l'explosion. Il m'a regardé avec quelque chose entre la rage et l'incrédulité. Tu vas tout détruire, a-t-il dit, des décennies de travail, des milliards de dollars, des dizaines de carrières, ta propre famille. Vous n'êtes jamais ma famille, ai-je dit froidement. 95%, 98%. Il s'est jeté sur l'émetteur, désespéré maintenant. Je l'ai plaqué. Nous sommes tombés tous les deux au sol. Il était plus fort, mais j'étais plus en colère. J'ai lutté avec tout ce que j'avais. Puis l'émetteur a émis un bip, une seule tonalité claire, 100%. Téléchargement terminé. Non, a crié mon beau-père. Il m'a repoussé et a couru vers le balcon, essayant d'échapper aux flammes qui se propageaient à partir de l'explosion, mais dans sa panique, son pied s'est pris dans du verre brisé des fenêtres brisées. Il a trébuché, a tendu la main vers la rampe, l'a manqué. J'ai regardé avec horreur alors qu'il tombait du balcon du phare dans l'eau en contrebas. L'éclaboussure a résonné dans la nuit en flammes. Pendant un moment, tout était silencieux, sauf le crépitement des flammes. Puis je les ai entendus, des pales d'hélicoptères, de vraies autorités cette fois, alertées par l'explosion massive visible à des kilomètres, la garde côtière probablement, peut-être le FBI. J'ai rampé vers mademoiselle Arlo. Elle était pâle mais consciente, serrant toujours son épaule. Ça a marché, a-t-elle chuchoté. J'ai vérifié l'écran. Transmission confirmée. Fichier reçu par 237 destinataires différents. Ça a marché, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Nous l'avons fait. Nous l'avons vraiment fait. Elle a souri faiblement. Votre mère serait si fière. Les secouristes ont envahi l'île en quelques minutes. Les ambulanciers se sont précipités vers mademoiselle Arlo, la chargeant sur une civière. Je suis resté à ses côtés tout le temps, lui tenant la main pendant qu'il la transportait vers le bateau d'urgence. Tu n'as pas intérêt à mourir, lui ai-je dit. Tu ne vas pas me laisser seul maintenant. Pas question, a-t-elle murmuré. J'ai fait une promesse. Les heures qui ont suivi le phare se sont transformées en un flou de lumière clignotante, de questions et de chaos. Les agents fédéraux m'ont séparé de mademoiselle Arlo pour l'interroger. Ils m'ont fait asseoir dans une petite pièce sur un navire de la garde côtière et m'ont demandé d'expliquer tout. Alors je l'ai fait. Je leur ai parlé du dîner de remise des diplômes, d'avoir été mise à la porte, de l'avertissement de mademoiselle Arlo et de la clé, de la découverte de ma véritable identité,
de la disparition de ma mère et des preuves dans le sous-sol, de la poursuite, de la jetée, du dossier de la confession. Ils ont écouté, ont pris des notes, ont enregistré chaque mot. Les fichiers que vous avez téléchargés, a dit un agent avec prudence, ils se répandent déjà sur Internet. Les organisations de presse publient des articles. Les médias sociaux explosent. Vous venez de révéler l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent de l'histoire des États-Unis. Bien, ai-je dit simplement. En quelques heures, l'histoire a explosé sur toutes les chaînes d'information. Alerte d'actualité de dernière heure, titre défilant, présentateur choqué luttant pour comprendre l'ampleur de ce qui avait été révélé. Des arrestations très médiatisées ont commencé immédiatement, des hommes d'affaires menés en menottes, des politiciens démissionnant en disgrâce, des comptes bancaires gelés, des avoirs offshore saisis. Le symbole de la crête triangulaire est apparu dans des douzaines de reportages, identifié maintenant comme la marque d'un syndicat criminel qui opérait au grand jour depuis des décennies. L'empire de mon beau-père s'est effondré du jour au lendemain. Son nom est devenu synonyme de corruption et d'avidité. La famille Rivers a disparu de sa maison, fuyant avant de pouvoir être arrêtée. Le visage suffisant de Dylan est apparu sur des photos d'identité judiciaire aux nouvelles. L'indignation du public a été immédiate et féroce. Les gens ont exigé justice, ont exigé des réponses, ont exigé que tous les impliqués soient tenus responsables. Ils ont appelé cela les fichiers du phare, le dernier cadeau de ma mère au monde. Mademoiselle Arlo s'est rétablie dans une chambre d'hôpital sous protection fédérale. Je lui ai rendu visite tous les jours, lui apportant des livres et de la nourriture d'hôpital terrible dont nous nous sommes plaints ensemble. La balle avait endommagé son épaule, mais n'avait rien touché de vital. Elle aurait besoin de physiothérapie, mais elle irait bien. Vous m'avez sauvé la vie, lui ai-je dit un après-midi alors que nous regardions les nouvelles ensemble. Tu as sauvé la mienne en premier, a-t-elle dit avec un sourire, en valant la peine d'être sauvée. 3 semaines après le phare, j'ai reçu une lettre, pas par courrier normal, livrée par un agent fédéral qui me l'a remise avec une cérémonie soignée. L'adresse de retour était un établissement sécurisé dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Chère Elena, disait-elle, je m'appelle Marissa Fallon. Je suis ta mère, et je suis vivante. Je ne pouvais plus respirer. Les mots nageaient sur la page. La lettre expliquait tout, comment elle s'était livrée sous une fausse identité, acceptant la protection des témoins en échange de son silence, comment elle avait été gardée dans un établissement sécurisé pendant 18 ans, incapable de contacter qui que ce soit, incapable même de confirmer son existence, comment le pouvoir de l'organisation était si étendu que se manifester aurait signifié la mort pour elle et moi. Mais maintenant, à cause de ce que j'avais fait, à cause des preuves que j'avais publiées, c'était enfin sûr. L'organisation était détruite. Les personnes puissantes qui l'avaient cachée étaient en prison ou en fuite. Elle pouvait enfin rentrer à la maison. Elle voulait me rencontrer. La réunion a été organisée dans un parc, un terrain neutre, des agents fédéraux positionnés discrètement à proximité pour la protection, mais nous laissant de l'espace. Ils avaient proposé de le faire dans un établissement sécurisé, mais j'avais insisté pour un endroit réel, un endroit avec de la lumière du soleil, de l'air et de la vie. Je me suis assise sur un banc, le même banc où j'avais dormi la nuit de ma remise des diplômes, où mademoiselle Arlo m'avait d'abord trouvé avec un avertissement et une clé. On avait l'impression que c'était il y a des années au lieu de semaines, comme si j'étais une personne complètement différente de la fille effrayée et abandonnée qui s'était blottie ici dans l'obscurité. Puis je l'ai vue, une femme marchant lentement sur le chemin, hésitante, comme si elle avait peur que je ne disparaisse si elle bougeait trop vite. Des cheveux foncés striés de gris, mes yeux, exactement mes yeux, mon nez, le sourire que j'avais vu sur des photos mais jamais dans la vraie vie. Elle était plus âgée que sur les photos, marquée par des années de stress, de peur et d'isolement, mais indubitablement la femme des photos de ce bureau caché, indubitablement la femme qui m'avait donné la vie et qui avait ensuite tout abandonné pour me maintenir en vie, ma mère, Marissa Fallon, la femme qui avait hanté chaque question que j'avais posée au cours du mois dernier, le fantôme qui était soudainement devenu réel. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, sa main couvrant sa bouche, les larmes coulant sur son visage, tout son corps tremblant. Elena, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant sur mon nom, ma petite fille. Tu as tellement grandi. Tu es si belle. Je n'arrive pas à croire que je te vois. Je n'arrive pas à croire que tu es réelle. Je me suis levé sur des jambes tremblantes, incapable de parler, incapable de faire autre chose que de la regarder, cette femme qui s'était sacrifiée pour moi avant même que je puisse me souvenir de son visage. Maman.
Le mot est sorti comme une question, comme une prière, comme quelque chose que j'avais attendu toute ma vie pour dire et signifier. Elle a ouvert ses bras, et ce simple geste a brisé quelque chose en moi. J'ai couru vers elle et je me suis effondré dans ses bras, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Elle m'a tenu serré, si serré, comme si elle avait peur que je ne m'échappe. Elle a caressé mes cheveux, a embrassé le haut de ma tête, a chuchoté des choses que je ne pouvais pas tout à fait entendre à travers mes pleurs, mais que j'ai senties dans mes os. Nous nous sommes assis ensemble sur le banc, aucune de nous ne voulant lâcher prise, toutes les deux tremblant du poids de 18 ans de séparation qui se terminait enfin. « Je suis tellement désolée », a-t-elle répété, les mots dévalant entre ses propres sanglots. « Je suis tellement désolée de n'avoir pas pu être là. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé, pour chaque anniversaire que j'ai manqué, chaque cauchemar à travers lequel je n'ai pas pu te réconforter, chaque moment où j'aurais dû être là et je ne l'étais pas. Je suis tellement désolée, Elena. Je suis tellement désolée. Vous m'avez gardé en sécurité, ai-je dit à travers mes larmes, en me retirant juste assez pour voir son visage. Vous avez tout abandonné pour me garder en sécurité. Vous avez passé 18 ans à vous cacher pour que je puisse vivre. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut s'excuser. C'est tout. Je voulais être ta mère, a-t-elle chuchoté, pas seulement la personne qui t'a donné naissance. Je voulais t'élever, te voir grandir, être là pour tout. Vous êtes ma mère, ai-je dit fermement. Vous avez toujours été ma mère, et nous avons du temps maintenant. Nous avons tout le temps du monde. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a parlé des années passées sous protection des témoins, de l'agonie de ne pas savoir comment j'allais, de la peur constante que quelque chose ne m'arrive avant qu'elle ne puisse jamais revenir. Je lui ai parlé des Rivers, de l'école, de mademoiselle Arlo qui veillait sur moi toutes ces années. Je dois la remercier, a dit ma mère. Elle a tenu sa promesse. Elle vous a protégé quand je ne le pouvais pas. Elle est à l'hôpital, ai-je dit. Elle serait ravie de vous voir. Nous nous sommes rencontrés toutes les trois le lendemain dans la chambre d'hôpital de mademoiselle Arlo. Quand ma mère est entrée, le visage de mademoiselle Arlo s'est effondré de soulagement et de joie. Vous êtes vivante, a chuchoté mademoiselle Arlo. Après tout ce temps, vous êtes vraiment vivante. Grâce à vous, a dit ma mère en prenant sa main. Grâce à vous deux. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a lentement commencé à se stabiliser pour ressembler à quelque chose de normal. Ma mère a été interrogée en long et en large par les autorités fédérales. Un emploi dans une entreprise d'enquête privée légitime a été offert à mademoiselle Arlo. Et moi, on m'a offert une protection, une relocalisation, une nouvelle identité si je le voulais, mais je ne voulais plus me cacher. J'avais passé toute ma vie à être cachée, à être réduite au silence, à être rendue invisible. J'ai témoigné lors de procès. J'ai donné des interviews. J'ai raconté mon histoire à tous ceux qui voulaient bien écouter, pas pour la gloire. Je détestais l'attention, mais parce que les gens devaient comprendre comment la corruption fonctionnait, comment les puissants se protégeaient et comment une personne avec la vérité pouvait faire la différence, des collèges ont tendu la main avec des offres de bourses d'études. Des groupes de défense voulaient que je prenne la parole. Des journalistes voulaient écrire des livres sur mon histoire. C'était accablant, mais ma mère était là pour m'aider à m'y retrouver. Et mademoiselle Arlo aussi, rétablie maintenant et de retour sur ses pieds. 6 mois après le phare, je me suis inscrite à l'université, en justice pénale. Je voulais comprendre les systèmes qui avaient permis au cauchemar de ma mère de se produire. Je voulais aider à empêcher que cela n'arrive à d'autres. Le premier jour de mes cours, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, il y avait une clé en laiton sur une chaîne, la même clé qui avait tout déclenché. Mademoiselle Arlo l'avait nettoyé, poli, transformé en collier. La note qui l'accompagnait disait, parfois, les plus petites clés déverrouillent les plus grandes vérités. Continue à te battre pour elle. Avec amour, mademoiselle H. Je l'ai mis et ne l'ai jamais enlevé. Ma vie avait été déchirée lors de ce dîner de remise des diplômes. Mon monde s'était effondré en une seule nuit, mais de cette destruction, quelque chose de nouveau avait grandi, quelque chose de réel. J'avais retrouvé ma mère. J'avais mademoiselle Arlo dans ma vie. J'avais un but, un avenir, une vérité qui m'avait libéré, même si elle m'avait presque détruite. Parfois, tard dans la nuit, je pensais à mon beau-père, au bruit de son éclaboussure frappant l'eau, à savoir s'il avait survécu, s'il avait jamais été jugé. Les autorités ont dit que son corps n'a jamais été retrouvé, peut-être s'est-il noyé, peut-être s'est-il échappé.
Je ne le saurais probablement jamais, mais ce que je savais, c'est ceci, il avait passé 18 ans à essayer de me faire taire, à essayer de me maintenir petite, effrayée et ignorante, et à la fin, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai révélé la vérité. C'est moi qui ai survécu. 1 an après ce terrible dîner de remise des diplômes, ma mère et moi nous sommes tenus devant un restaurant différent, un meilleur, un que nous avions choisi ensemble, le genre d'endroit avec de vraies nappes, de la musique douce et des fenêtres qui donnaient sur le parc où nous nous étions retrouvés pour la première fois. L'année avait été difficile, thérapie, déposition, s'habituer à avoir une mère après 18 ans sans en avoir, apprendre à faire confiance à nouveau, apprendre à se sentir en sécurité. Il y avait des cauchemars, des jours où je ne pouvais pas sortir du lit, des moments où le traumatisme de tout me rattrapait et me terrassait, mais il y avait de bons jours aussi, des jours où ma mère et moi cuisinions ensemble et rions de nos erreurs, des jours où mademoiselle Arlo nous rendait visite et racontait des histoires sur ma mère d'avant que tout ne s'écroule, des jours où j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, j'allais m'en sortir. Prête, a demandé ma mère, en serrant ma main. Elle faisait ça beaucoup maintenant, me touchait constamment, comme si elle s'assurait encore que j'étais réel. J'ai serré en retour, sentant le poids du collier de la clé en laiton contre ma poitrine. Oui, je suis prête. Nous sommes entrés ensemble, mère et fille, réunis enfin, pour célébrer mon 19e anniversaire, mon premier vrai anniversaire avec ma vraie famille, pas les Rivers avec leur faux sourire et leur froideur, mais les personnes qui s'étaient battues pour moi, qui avaient tout risqué pour moi, qui m'avaient aimé même quand cela leur avait tout coûté. Mademoiselle Arlo était déjà à l'intérieur, attendant à une table avec des ballons, des serpentins et un vrai gâteau avec des bougies. Quand elle nous a vus, elle s'est levée et a souri, ce même sourire chaleureux qu'elle m'avait donné dans la file d'attente de la cafétéria 1000 fois quand je pensais qu'elle n'était qu'une gentille dame de la cantine et pas l'ange gardien que ma mère avait envoyé pour veiller sur moi. Voilà ma fille, a-t-elle dit, en me prenant dans ses bras. Son épaule était encore en train de guérir, mais beaucoup plus forte maintenant. 19 ans. Tu peux le croire? Je peux à peine croire que je suis arrivé à 18 ans, ai-je dit avec un rire qui ne couvrait que partiellement la vérité de ses mots. Nous nous sommes assis ensemble. Nous avons commandé trop de nourriture. Nous avons ri et raconté des histoires et fait des plans pour l'avenir. Ma mère a parlé d'ouvrir peut-être un petit cabinet comptable, en utilisant ses compétences pour aider les petites entreprises au lieu de révéler des entreprises criminelles. Mademoiselle Arlo a parlé de donner des cours d'autodéfense à de jeunes femmes. J'ai parlé de mes cours, des professeurs qui m'inspiraient, de la différence que je voulais faire. C'était normal, merveilleusement, magnifiquement, incroyablement normal. À un moment donné, ma mère a levé son verre. À Elena, a-t-elle dit, sa voix épaisse d'émotion, la personne la plus courageuse que je connaisse, qui a survécu à ce que je n'ai pas pu, qui a terminé ce que j'ai commencé, qui nous a tous donné une seconde chance dans la vie. Mademoiselle Arlo a levé son verre aussi. Aux deuxièmes chances, aux promesses tenues, à la famille, pas celle avec laquelle vous êtes nés, mais celle pour laquelle vous vous battez. J'ai levé mon propre verre, les larmes aux yeux mais souriant à travers elle. À la vérité, à la survie, à la maison. Nous avons fait teinter nos verres. Et à ce moment-là, j'ai pensé à tout ce qui avait mené ici, le dîner de remise des diplômes infernal, la nuit froide sur le banc, la clé mystérieuse, le bureau plein de secrets, la poursuite à travers la ville, l'épreuve dans le sous-sol, la vidéo du visage de ma mère, les coups de feu au phare, la barre de téléchargement rampant vers la fin, Mademoiselle Arlo saignant mais me disant de terminer, l'explosion, la chute, la vérité enfin mise en lumière. Tout cela m'avait brisé, mais d'une manière ou d'une autre, incroyablement, cela m'avait aussi reconstitué. J'ai pensé à cette nuit froide sur le banc quand elle m'avait trouvé avec un avertissement mystérieux et une clé en laiton, quand elle avait dit, tout prendra son sens. Elle avait eu raison. Cela n'avait pas de sens alors, mais c'était le cas maintenant. Tout avait changé comme elle l'avait promis cette première nuit où mon monde s'est effondré, et pour la première fois de ma vie, je ne fuyais plus la vérité. Je vivais dedans, libre, en sécurité, enfin vraiment chez moi. Si vous découvriez que toute votre vie était construite sur un mensonge destiné à vous protéger, auriez-vous été assez courageux pour révéler la vérité, même si cela signifiait tout perdre? Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur le courage, la trahison et les familles que nous choisissons pour nous-mêmes.